Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de la balado En forme sur la RDS.ca. Notre invité cette semaine, nul autre que Jean-Luc Brassard. Salut Greg, salut Jean-Luc, bienvenue sur notre balado. Salut Val, salut Jean-Luc. Écoute, Jean-Luc, c'est pas un secret pour personne, hein? Tu as brillé aux Jeux olympiques de l'Île-la-Mer en 1994. Tu as remporté l'épreuve des bosses. Tu étais un précurseur. Tu avais quand même raflé tout ce qui était globe de cristal et les années précédentes, toutes les Coupes du monde. Tu étais toujours très bien placé. Tu as été un précurseur aussi. Tu étais un modèle pour les Alexandre Bilodeau de sa génération et les Michael Kingsbury de cette génération. On le sait aussi quand on remporte des médailles, autant sur le circuit de la Coupe du monde versus les Olympiques, bien, ça permet en sorte que les fédérations ont plus de budget. Donc, tu as laissé un leg important justement au monde du ski acrobatique qu'il est aujourd'hui. Et quand tu vois ça, toi, préparation autant physique, donc tout ce qui est entraînement versus préparation mentale avec les athlètes d'aujourd'hui versus à ton époque, est-ce que tu réalises que c'est une partie de ton leg, jusqu'à quel point il y a des grandes différences à tes yeux? Bien, la préparation mentale, je pense que finalement, heureusement, aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus d'actualité. Dans mon temps, ça ne l'était pas du tout. On s'entraînait physiquement, mais mentalement, moins. Moi, je le faisais parce que j'y croyais, mais je le faisais discrètement parce qu'encore là, c'était pas trop très glamour de dire que tu essayais de t'entraîner mentalement. Mais encore aujourd'hui, moi, je pense que c'est une grosse performance dans les compétitions internationales dépend presque entièrement de la préparation mentale, dans le sens que je vous donne un exemple. Si votre animateur radio parle avec le sourire, ça va s'entendre même si vous êtes en voiture. Si l'animateur radio parle avec les dents serrées, ben, il va y avoir un malaise que vous allez entendre, que vous allez sentir même quand vous êtes en voiture aussi également. Alors, c'est un peu la même chose. Si vous skiez ou si vous faites votre sport, le grand sourire, vous êtes bien dans votre peau, c'est tranquille, vous êtes épanoui, les performances vont suivre parce que le corps n'est pas crissé, le corps est lousse, vous êtes bien dans votre peau, ça va bien. Mais alors, c'est pour ça que pour se mettre dans cet état d'esprit-là, ça prend de la pratique. Ça n'arrive pas tout seul en haut d'une piste ou à quelques secondes du départ. Ça prend de la pratique. Maintenant, il y a des préparateurs mentaux qui s'occupent de ça, mais il ne faut pas se cacher non plus que ce n'est pas tous les athlètes là, qui ont les moyens d'avoir un psychologue sportif. Dans mon temps, ça n'existait pas vraiment. Puis les athlètes, là, ils font un petit peu plus que l'aide sociale là, annuellement. Là. Je pense que c'est 28 000 maintenant, le salaire moyen d'un athlète. Puis ça, ben, ça veut dire qu'il faut qu'il paye son loyer, sa bouffe, son électricité. Ses entraîneurs, et puis là, en rajoutant de ça un préparateur mental, ben, ça devient un peu difficile. C'est qu'il y a encore beaucoup de lecture maison, puis ça fonctionne. Moi, j'ai déjà fait, mais c'est sûr que dans les grandes compétitions d'une journée, ben, ça peut avoir une influence, mais définitivement, la préparation mentale, pour moi, c'est tout. Là. Vous pouvez être champion du monde puis vous présenter, comme c'est beaucoup d'actualité maintenant, aux Jeux olympiques, mais si vous sentez le fardeau du monde sur vous puis vous n'êtes pas bien dans votre peau, bien, ça va être le deuxième, le troisième ou même le cinquième qui est bien dans sa peau qui va passer par-dessus, puis c'est tout à fait normal. La santé mentale va rester un sujet aux Jeux olympiques et dans le sport en tant que tel, parce qu'on l'a vu dans la NFL, on l'a vu ici même avec Carey Price, l'an dernier aux Olympiques avec Simone Biles et avec beaucoup d'autres athlètes également qui sont sortis publiquement pour le dire. Donc, tant mieux, c'est de plus en plus d'actualité parce que j'ai l'impression que les athlètes des générations précédentes n'ont pas pu élever leur voix comme les athlètes d'aujourd'hui parce que c'était peut-être moins accepté, tu sais, de dire « Hey, t'es un athlète, t'es chanceux de faire ce que tu fais » et on entraînait à la dure à ce moment-là. Donc, c'était ta job, c'est de performer no matter what, en bon français. Donc, vas-y puis fais ce que tu as à faire, là, tu sais. Mais il faut dire aussi que moi, je pense que le sport, c'est aussi un peu le miroir de la société. On le voit là, avec les nouvelles campagnes de sensibilisation, là, belle cause pour la cause ou tout ça, mais on voit que même au niveau du travail, pour les gens, il y a beaucoup de gens qui subissent une pression tout à fait immense, qui sont mal dans leur peau d'aller travailler. Ça affecte leur vie familiale, leur vie sociale. Puis de plus en plus, je regardais certains sondages qui disaient que plusieurs personnes sont prêtes à accepter une différence salariale de près de 10 000 pour être bien dans leur peau. Ouais. Alors, le sport est un peu le miroir d'un problème de société. Tu sais, qu'à un moment donné, il faut que tu sois bien dans ta peau, puis ça n'a pas de prix. Oui, mais c'est bien dit. Ça, justement, c'est une des tendances. J'avais fait une chronique en début d'année sur les tendances 2022, puis ça, c'en était une. Tu sais, la pandémie a fait en sorte que oui, il y a le télétravail qui est arrivé, mais on a réalisé finalement qu'on était tellement tout le temps essoufflés, on n'arrêtait jamais qu'à un moment donné, c'est de se choisir. Tu sais, choisir son emploi, c'est de choisir aussi, se choisir soi-même pour valoriser finalement le bonheur puis le bien-être versus juste faire de l'argent puis y arriver. Puis, tu sais,
être à bout finalement, puis irritable toujours. Donc, je pense que ça, c'est bien dit. Puis, tu sais, tu parlais, Greg, de Carey Price. Bon, tu sais, on l'a vu cette semaine, justement, en tant qu'à parler de l'actualité, on est dedans. Bon, qui est un peu... il a vu beaucoup d'incertitudes, c'est normal. Il y a eu tous ces problèmes de santé mentale. Cette portion-là semble être réglée. Maintenant, c'est plus une question de convalescence, de rétablissement après son opération au genou. Jean-Luc, en 2000, tu as eu une opération au genou aussi. Est-ce que toi, à un moment donné, tu étais déchiré entre le fait de est-ce que je continue ma carrière ou est-ce que, tu sais, j'imagine que tout athlète vit cette espèce d'incertitude-là ou quand est-ce que tu le sais que c'est la fin de ta carrière, tu sais, c'est propre à chacun. Est-ce qu'au niveau du mental, c'est quelque chose de difficile aussi? Oui. Puis tout de suite, là, je me permets de mentionner, dans notre langage usuel, les opérations, ah, je vais me faire opérer, on le mentionne spontanément, tu sais, je vais aller me faire opérer, sauf que quand ça arrive pour de vrai, tout d'un coup, ça a une autre signification. Là. Se faire ouvrir le corps et puis se faire rentrer des marteaux, puis des vis, puis des tacs, il n'y a rien d'usuel là-dedans. Là. Alors, il y a quand même un pont à faire, puis le corps de tous et chacun répond de façon différente. Vous allez avoir des athlètes qui vont dire « Ah, moi, ça a super bien été. Moi, ça a super mal été. Ma première opération, ça a été un désastre. » Et j'en paye encore le prix aujourd'hui d'une mauvaise opération, malheureusement. Mais chaque corps réagit différemment. Ce n'est pas parce que vous êtes un athlète de la Ligue nationale que vous allez mieux réagir qu'un plombier. C'est comme s'adapter à l'altitude. Il y a du monde qui le font super bien, et il y a du monde qui le font super mal. Alors, ça, c'est une chose. Ensuite, oui, il y a une blessure mentale qu'il faut revenir parce qu'après ça, la partie qui a été changée, l'articulation, surtout les articulations, c'est fragile. Là, vous remettez du poids, vous allez à fond sur ces articulations-là. Donc, il y a une blessure mentale qu'il faut réussir à outrepasser. Ça, c'est pas évident non plus. Alors, c'est de faire un travail de ce côté-là aussi pour progressivement, surtout ne pas sauter d'étape. C'est ça qui est bien maudit. Des fois, je regarde quand j'écoute les lignes ouvertes, puis je vois tout le monde qui dit pourquoi il n'est pas revenu, lui, c'est parce qu'il n'est pas capable de revenir. Ça fait mal. Quand tu es capable de mettre du poids sur un genou, ça finit là. Tu ne peux pas patiner, tu ne peux certainement pas encaisser des coups. Alors, il faut que la réhabilitation se fasse au rythme de la personne. Puis de revenir prématurément, ben, je me rappelle à un moment donné, parce que je l'avais suivi un peu à distance, le cas de l'ancien joueur du Canadien, Markov, qui avait un problème au genou. Puis bon, il a essayé de revenir un moment donné parce que tout le monde l'obligeait à revenir. Puis, le genou a lâché. Mais c'est ça. C'est quand on veut revenir trop vite, aussi, on peut créer davantage de problèmes. Alors, il y a la blessure mentale qui vient avec ça. Puis, des fois, mais quand ça arrive en fin de carrière, ça peut être un peu plus long. Puis, les athlètes ne le disent pas toujours, mais ça fait toujours mal. Des fois, ça fait toujours mal. Puis, des fois, il y a des incongruités dans le langage. Moi, je disais, j'ai mal à ma vis. C'est pas normal d'avoir mal à une vis, mais il y avait une vis qui sortait, puis il a fallu qu'il réouvre pour sortir une vis qui traînait, puis elle frottait, puis c'était fatigant, tu sais. Mais dans les chaussures de ski, dans les patins, ça arrive régulièrement, des blessures aux chevilles où il y a des vis qui sont entrées. À un moment donné, le corps peut les rejeter aussi. Ça peut juste sortir d'1 millimètre, mais 1 millimètre, ça gosse, ça traîne, puis ça frotte, tu sais, ça fait que ça fait mal. Puis c'est comme avoir un oignon, c'est comme avoir un orteil cassé. Les gens disent, mais voyons, comment ça, tu pas capable de patiner ou de marcher? Ben, un orteil cassé, ça fait que tu n'es pas capable de patiner puis de marcher. Ce n'est pas une question d'être tough ou d'être comme Rocky. Tu n'as pas mal, tu n'as pas mal. Puis ça, c'est encore un peu l'émotive qui dit beaucoup d'athlètes, qui est complètement erroné. Ça fait mal. Puis à un moment donné, le mal, c'est un signal. La douleur, c'est un signal que ton corps envoie pour dire arrête, là, j'en peux plus. C'est un peu comme le voyant. Tu sais, quand tu vois un voyant rouge là, sur ton tableau de bord, tu vas au garage parce que tu ne veux pas avoir 10 000 $ de plus de frais de pièces parce que tu as ignoré le voyant rouge. Mais pour le corps humain, souvent, on ignore ce voyant rouge-là parce qu'on est encore élevé dans le « t'as pas mal, t'as pas mal ». Le check engine qui est allumé. Non, mais tu fais bien de dire ça parce que c'est vrai qu'on a tendance à banaliser les opérations des joueurs. Ah, va subir une petite opération au genou, va revenir, ça devrait prendre 8 à 12 semaines, mais ce que l'athlète doit passer à travers, puis je me rappelle souvent des entrevues que Val et moi, on a fait avec Mathieu Proulx, notamment, là, qui disait, bon, Mathieu, fais-nous donc la nomenclature de ce que tu as eu comme blessure et opération à partir des chevilles. Puis, je veux dire, tu regardes. C'était fou, là. Et tu veux revenir tout le temps pour performer parce que c'est ce que tu connais en tant qu'athlète, c'est ton métier, c'est ta vocation, c'est ta passion. Mais des fois, effectivement, la douleur peut prendre beaucoup plus d'ampleur et peut devenir plus importante que justement ta passion. Là, et parlons aussi de...
Parlons aussi des JO qui, évidemment, qui sont un sujet d'actualité là, par rapport à Pékin. Toute l'histoire de la COVID autour de ça, moi, je suis curieuse de savoir ton point de vue parce que moi, personnellement, quand je regarde tout ça, je me dis, est-ce que c'est vraiment représentatif dans le sens où, oui, c'est les meilleurs qui sont au monde qui sont là, mais probablement qu'il y en a qui ne compétitionneront pas parce qu'il va y avoir des cas de COVID positifs. Il va y avoir toutes sortes d'histoires autour de la COVID qui vont se passer. C'est inévitable. Puis depuis 2 ans, on vit au jour le jour. On n'a pas le choix. On est tous dans le même bateau. Ça va être la même chose à Pékin. Il va falloir s'ajuster au jour le jour. On prend, par exemple, je ne veux pas nommer une discipline en tant que telle ou un nom parce que je ne veux pas viser personne, mais fort probablement qu'un champion du monde ou un top 3 au monde, mettons, il est déclaré positif, ne peut pas prendre part à ces événements. Fait que là, finalement, a tout fait ça pour avoir un résultat de podium qui n'est pas nécessairement représentatif d'une saison ou en tout cas du moins depuis les 4 dernières années parce que cette personne-là était, mettons, le champion mondial. Est-ce que, comment toi tu vois ça? Comment les athlètes vont gérer tout ça? C'est quoi tes attentes par rapport à ces jeux-là? Tout ce qui est au niveau COVID, puis bulle de gestion de COVID pour les athlètes? Déjà, si on regarde un peu dans le passé, je pense aux derniers Jeux de Tokyo, où on a tenu des Jeux olympiques, avec un an de différé. Moi, je pense que c'était la bonne décision de retarder d'un an parce que c'était un fait qui sortait de l'ordinaire. Vous, moi, même nos grands-parents n'ont jamais connu une pandémie. On entend dans l'histoire, nos arrière-grands-parents l'ont vécu, mais nos grands-parents, possiblement pas. Alors, c'était un fait qui sortait de l'ordinaire. C'était au niveau mondial. Alors, ça affectait tout le monde. C'était légitime de retarder les Jeux d'un an. Mais il y a quand même eu des injustices majeures. Je repense au coureur de 1500 mètres québécois, Charles-Philibert Thibaudeau, qui est un gars extraordinaire. Au niveau de ses performances athlétiques, c'est probablement un des meilleurs coureurs qu'on n'a jamais eu ici, mais qui malheureusement n'a pas été au jeu parce que son temps de référence était 1,34, puis il a fait 3 fois 1,35 en une semaine, ce qui est assez rare de faire autant de compétitions combinées, mais il y avait un deadline. Et comme tout le monde, il avait été contingenté. Il ne peut pas sortir. Il ne peut pas sortir de chez lui. Il ne peut pas s'entraîner à part courir sur son balcon en ronde. Mais d'autres pays, eux autres, pouvaient s'entraîner. Alors, il y a eu cette espèce de débalancement total où Charles Philibert n'a pas été aux Jeux olympiques pour une seconde. Quelle injustice! Grave injustice, parce que c'est le meilleur, c'est encore le meilleur aujourd'hui au Québec. D'autant d'injustice que le Comité olympique a permis à des athlètes de d'autres pays, moins peut-être calibrés au niveau sportif, d'aller faire le 1500 mètres tant qu'ils faisaient 1,37 ou 1,38 en temps de qualification. Alors, tu sais, oui, le Comité olympique se veut, j'imagine, selon leur dire, international. Alors, on veut avoir un Botswanais, on veut avoir un gars du Zimbabwe ou un autre du Paraguay, là. Mais c'est plate pour notre gars qui, lui, se bat pour faire des standards hyper difficiles, mais qu'on laisse passer un autre pour susciter l'intérêt dans son pays. Je comprends l'idéologie, mais je ne peux pas m'empêcher de me mettre dans la peau d'un Charles-Philibert Thibaudeau qui, lui, est chez eux puis il dit « Ah ben, Colin Delben, je me suis arraché le cœur pour finalement rien parce que mon pays me contingentait, j'étais confiné dans mon appartement, sur mon balcon, je ne peux pas rien faire, je ne peux pas m'entraîner. Puis là, en une semaine, il faut que j'essaie de me qualifier. » Alors là, on se retrouve à Sochi avec encore un gros n'importe quoi. On a obligé tous les règles, un gros n'importe quoi, parce que je vous mets dans le contexte géopolitique aussi. Là. La pandémie part de Chine. La Chine fait partie de l'Organisation mondiale de la santé. Elle ne dit rien pendant des mois de temps à l'Organisation mondiale de la santé, permettant au virus de partir partout aux 4 coins de la planète. Et puis après ça, là, elle nous arrive, maintenant que là, les Jeux, elle dit, là, nous autres, c'est COVID-0, watch out le monde, nous autres, on est capable de présenter des Jeux, pandémie ou non, ça fait partie de notre statement qu'on veut donner. Alors, moi, je pense que ça aurait été normal de retarder les Jeux aussi d'une année. De toute façon, au niveau organisationnel, ça aurait peut-être été mieux. Et ça aurait permis à tout le monde de reprendre son souffle de cette pandémie-là. Mais à l'inverse, je pense que le CIO voit la cote d'écoute, là, c'est payant. Là, Tout le monde est écœuré d'être en dedans. Ça fait que la cote d'écoute des Jeux de Pékin, ça va être stratosphérique, ça va être la plus haute de tous les temps, comme Tokyo l'a été. Et puis après ça, ça va se négocier à grands frais, là, les prochains droits de diffusion et tout ça, ce qui est encore absolument... Moi, ça me met le feu en quelque part là, de penser à tout ça. Mais en plus, là, on dit on fait des Jeux en temps de pandémie. Alors là, on sait que, entre autres, l'équipe norvégienne de ski de fond, la meilleure au monde, a tout testé positif au COVID dans le temps des fêtes. C'est incroyable, cette histoire-là. Il y a Michaela Schifrin, la super skieuse américaine, la plus titrée, là, qui a probablement même battu Lindsey Vonn peut-être cet hiver, qui a testé positif. Tous les athlètes devaient passer 5 tests PCR. Qui, là, entre vous et moi, a passé 5 tests
PCR. Mais les journalistes, les athlètes, ils en ont passé 5, eux autres, dans les dernières semaines. Là. Alors, c'est un test PCR, ça coûte quand même 200$, un test PCR. Je ne sais pas si c'est les fédérations qui l'ont payé, ces tests-là. Et là, les journalistes nous apprennent que quand ils arrivent en Chine, les tests PCR, ça n'existe plus. On a nos standards. C'est la sensibilité la plus extrême, puis on va tester des parts de peau qui sont morts, mais qui peuvent encore tester positif. On vous retourne chez vous. Bien là, on sait que pour le gouvernement chinois, le moins ils ont de journalistes, le mieux ils se portent, eux autres, parce que ça empêche de fouiller à l'extérieur. Ça fait bien leur affaire. On ne montre pas les exactions humaines qui se passent à l'autre bout du pays, puis les journalistes marcher sa ligne rouge de l'hôtel au site de compétition, puis ça finit là. T'sais. Alors, mais pour les athlètes, maintenant, on peut comprendre, là, il faut l'avoir vécu là, entre les lignes, que les différentes fédérations olympiques de tous les pays, là, ce qu'on appelle les comités olympiques nationaux, comme nous autres, le comité olympique canadien, eux autres, ils ont monté aux barricades, se sont mis à se parler entre eux, puis ils ont dit, écoutez, là, ça n'a pas d'allure. Moi, disons, comité olympique américain, si je n'ai pas Michaela Shifrin, là, je perds 3 millions de codes d'écoute. Ça, là, je vous paye 1,7 milliard les droits olympiques. J'ai besoin. C'est comme nous autres, là, il n'y a pas Wayne Gretzky au jeu. On est en maudit. Alors, tu sais, ça nous prend une Michaela Shifrin. Les Norvégiens, eux autres, le ski de fond, eux autres, le ski de fond, c'est leur Super Bowl. C'est sacré, là, ben oui. S'il manque la moitié de l'équipe, puis on voit que c'est un Finlandais qui gagne parce que lui, je ne sais pas, il n'a pas pogné le COVID. Là. Alors, c'est sûr qu'il y a eu un réajustement du niveau de tolérance au virus, du niveau de sécurité. Mais encore là, moi, je pense que les athlètes ne devraient pas trop avoir de problème parce que c'est la crédibilité même du mouvement olympique. Là. Je pense que même le CEO là, dit en quelque part à la Chine, écoutez, là, on vous a fait votre auto-promo là, à propos de Peng Shuai, là, la joueuse de tennis chinoise qui est accusée de viol, le numéro 6 là, du régime totalitaire, qui ont fait son auto-promo en disant non, ça va bien, on n'a pas de problème, il est parti se reposer. Ça, c'était odieux le message du président Bach par rapport à ça. Alors, je pense que le comité olympique a dit aux Chinois, pas aux Chinois population, mais aux dirigeants, on a fait votre auto-promo, prenez votre gaz égal, ça nous prend un spectacle, ça nous prend pas une compétition de mascottes, là, ça nous prend des bons quand même compétiteurs pour défendre notre accès aux droits olympiques. Alors, moi, je trouve ça assez, mais je comprends, là, tout le monde est en pandémie, ils veulent avoir le spectacle, le Super Bowl, il a lieu, lui, pendant la pandémie, puis il y en a de la cote d'écoute, puis mais ça, on l'a vu dernièrement avec la Ligue nationale de hockey, à un moment donné, le Canadien, il n'y en avait plus de joueurs, ils ne pouvaient plus jouer, il n'y en avait plus, tout le monde avait le COVID. Alors, à un moment donné, tu ne peux pas non plus ignorer la santé et le bien-être des gens pour dire on fait un spectacle à tout prix. Donc, on a fait une pause avec le Canadien parce que ça n'avait plus d'allure non plus. Ce n'est pas pour contaminer tout le staff et les faire rester chez eux pour voir leur famille, ni rien de ça. Mais pour le comité olympique, eux autres, ben, c'est ça. C'est pas bien grave. C'est toute une prise de position que tu viens de faire là. On dirait que je veux réagir, mais qu'il y en a tellement qui se passe dans ma tête actuellement avec tout ce que tu viens de dire. Il y en a pas mal, mais effectivement. Et je pense, tu sais, quand on regarde ce qui s'est fait à Tokyo l'été dernier, oui, on a repoussé d'1 an, mais il y avait quand même des cas dans certains pays. Il y avait quand même des athlètes qui ont testé positif là-bas, mais on a réussi à tenir les Jeux envers et contre tous l'an dernier. Et je pense que ça a été une expérience excessivement positive à Tokyo. Est-ce que tu t'attends un petit peu à la même chose à la veille de l'ouverture des Jeux quand même il ne faut pas mettre de côté tout ce dont tu viens de parler, mais une fois que les athlètes sont là, et tu l'as vaincu comme médaillé d'or, tu l'as vaincu comme athlète, est-ce que tu crois qu'on va se concentrer sur les performances athlétiques de nos athlètes canadiens et des belles histoires que les athlètes internationaux vont aussi nous donner dans les prochaines semaines? C'est sûr. C'est toujours la même affaire. Quand les Jeux partent, on oublie tout ce qui est tout croche. Là. C'est toujours la même histoire. Avant les Jeux, puis le comité olympique le sait très bien. Quand les Jeux partent, ben, on se concentre juste sur les performances athlétiques, sur les histoires, tout ça. Mais il y a quand même, tu sais, je comprends tout ça. Puis encore une fois, tu sais, quand je passais, tout le monde en parle dimanche passé, il y a beaucoup de parents d'athlètes qui écoute, s'ils avaient pu me noyer, ils l'auraient fait. C'était vraiment maudit. Puis leur propos, c'était, ben toi, tu as eu ta chance, fait ferme ta gueule, tu sais, grosso modo. Puis c'est compréhensible aussi. Sauf que, tu sais, il ne faut pas oublier, entre autres, avec les Jeux de Tokyo, ça a coûté quand même 25 milliards, cette patente-là. 25 milliards payés par les Japonais et que les Japonais n'ont pas pu y aller. Et qui était dans les stades? Ben, le personnel puis les hauts dirigeants des différents comités internationaux olympiques, le comité olympique canadien, entre autres. Alors, imaginez, le pays est en pandémie, personne ne peut rentrer, mais qui peut rentrer?
tout le monde du CIO, puis la famille, puis la belle famille, puis les grands membres, tout ça, eux autres, pas de problème, tout le monde rentre. Qui assiste aux compétitions? Les gens du CIO. Qui a payé pour ça? Les Japonais. 25 milliards. Hey, 25 millions. Tu sais, il y a un adage qui dit plus le mensonge est gros, plus le monde y croit. Mais avec, tu sais, si je vous dis demain, vous avez une amende de 10 000 pour excès de vitesse, hey, là, vous allez vous arracher les cheveux de la tête parce que 10 000 c'est palpable, on sait c'est quoi. 1 milliard, on ne sait pas c'est quoi. 1 milliard, c'est 1 000 millions de dollars. 25 milliards, faites le calcul, c'est trop pour notre conception. Alors, oui, il y a eu des belles performances, mais est-ce que ça valait 25 milliards de dollars? Tu sais? Mais est-ce que tu crois qu'on est en train de vivre peut-être les derniers, ou que Tokyo était les derniers Jeux? Parce que là, Pékin, on y retourne après seulement quelques années. Après, si je ne me trompe pas, 15 ans, c'était 2008 les derniers. Là, Paris qui les reçoivent avec 90% des infrastructures qui sont déjà mises en place. Donc, on semble s'en aller vers, pas des jeux plus modestes, mais des jeux plus meilleurs de façon socio-économique, là. On n'a pas le choix de se diriger vers là. C'est un peu non, ça. Pour ça effectivement, qu'on Jean-Luc, tu as sélectionne absolument des raison dans ce villes. que tu dis. Là, c'est démesuré, je veux dire, de penser qu'à chaque jeu, on va refaire toujours des infrastructures qui, en plus, ensuite, souvent polluent et ne servent plus à rien. T'sais. Il faut réutiliser ça. Ce que le comité olympique aimait de Tokyo, c'est parce que les Japonais sont tellement perfectionnistes que les jeux devaient être parfaits. Alors, ça permettait de jeter un baume sur des espèces de patentes de fous comme les Jeux d'Athènes qui ont plongé, qui ont plombé l'économie générale de Grèce. Il a fallu un programme de 500 milliards d'euros pour sauver la Grèce. Et les Jeux olympiques ont été la goutte qui a vraiment fait, c'est plus la goutte, c'était le verre d'eau qui a fait déborder le vase au complet parce que ça coûtait trop cher. Tu sais, un stade de baseball en Grèce, c'est sûr que c'est un éléphant blanc en partant. Pourtant, ils l'ont fait, tu sais, dans la magie des Jeux puis toute la patente. Là. Rio, 12 milliards que ça a coûté pour avoir 12 éléphants blancs, tous les stades, pendant que dans les favelas qui surplombent les stades olympiques, mais eux, ils ont pu admirer. Eux, les favelas ne sont pas pauvres, c'est de la survie qu'ils font. Pas d'eau potable, pas d'égout, d'aqueduc, digne de ce nom. Ce qu'il y a, ça s'en va direct dans B où tout le monde se baigne. Ça n'a aucun bon sens, mais non. Les hauts dirigeants, ça c'est une atteinte à l'intelligence humaine. Les hauts dirigeants, pas capables de se dire, OK, on ne présentera peut-être pas les Jeux olympiques, mais on va investir dans la survie de notre population. Non, on fait 12 milliards. Même le stade de Maracana qui est à l'abandon, les gens arrachaient les sièges là, tellement que c'était à l'abandon, le stade de soccer au Brésil qui aurait cru. Mais pour vous dire, c'est quoi l'envergure des Jeux? Pour le village des athlètes, à Rio, ils ont construit 31 immeubles de 17 étages. 31 immeubles de 17 étages pour 2 semaines d'Olympiade. Ça n'a aucun bon sens. 3200 appartements, il y en a moins de 300 qui ont été vendus par la suite, pendant que le monde habite dans des bidonvilles à côté. Puis, en quelque part, en bout de ligne, il y a la conscience humaine. Comment les dirigeants du CIO peuvent retourner dans leur tour d'ivoire à Lausanne et dire moi, je me balance que les gens n'aient pas de bouffe, pas d'argent, vivent quasiment tout nus parce qu'ils n'ont rien à se mettre sur le dos. Ils n'ont même pas d'argent pour ça, font de la survie. Mais moi, j'accepte qu'un comité national ait flobé 12 milliards de dollars, puis que ça n'affecte pas mon image de marque. Mais c'est pas vrai que ça ne l'affecte pas. Il y a quoi, une dizaine de villes européennes qui, par voie référendum, ont dit non, référendaire, ont dit non aux Jeux olympiques. Le dernier slogan de Sion en Suisse, c'était 3 semaines de fête, 30 ans de dette. Mais ils ont gagné, le non a gagné parce qu'on dit on n'a pas besoin de ça. Nous autres, la Suisse, là, on a bien d'autres trucs à gérer avant de faire des infrastructures de fous. Puis, bon, les Jeux de Pékin, les Jeux verts, les sites olympiques sont dans un endroit où il y a une sécheresse carabinée depuis des décennies. Il n'y a pas d'eau, là. Alors, toutes les pentes, c'est enneigé artificiellement. Ils ont dit aux fermiers, oubliez là, votre irrigation l'été prochain. On fait de la neige pour les Jeux olympiques, nous autres. On détourne de l'eau des rivières du Sud pour amener là à coût de milliards de dollars. On dit oui, les infrastructures existent déjà, on pourrait utiliser le NIDEG. Le NIDEG, c'est le fameux stade, là, super beau. Le NIDEG est considéré un éléphant blanc, mais on ne le sait pas parce que c'est un pays totalitaire, mais depuis les Jeux, il n'y a plus rien qui se passe là. La super piscine olympique avec des bulles, l'architecture absolument extraordinaire, c'est devenu un parc aquatique. Est-ce que c'est comme le comité olympique le dit toujours pour encourager la jeunesse à nager? Ils n'ont pas d'eau là-bas. Alors, ils ont fait un parc olympique pour que tout le monde puisse se baigner dans une piscine à vagues géante, toute l'affaire. Puis ensuite, construire un aqueduc de 1000 km pour amener de la neige, pour faire une piste de neige artificielle sur une montagne qui, en l'occurrence, était dans un parc national, mais ça va bien en Chine parce que ça s'agit juste de changer la ligne à un moment donné, puis tout d'un coup, c'est plus un parc national. Alors là, pour que ça paraisse bien, on dit on va mettre des éoliennes, ça va être de l'énergie verte. Mais quand vous regardez les éoliennes, elles sont toutes sur le toit des montagnes.
quand on a fait ça ici à Charlevoix, le parc Boralex, il y avait un monsieur qui travaillait sur la construction de ça. Il dit, on construit des chemins qui sont plus solides que la route de la baie James pour amener des turbines, simplement parce qu'on doit amener des grues de 200 tonnes, du matériel lourd. Il ne faut pas que la route défonce. Il dit, on a dépensé en mazout plus que 20 ans d'opération vers des éoliennes pour amener les éoliennes en haut. C'est la même chose en Chine. Alors, oui, on fait de l'énergie verte, oui, on amène de l'eau, mais il n'y a rien d'écologique là-dedans. Là. Puis alors, je ne sais pas, moi, je sais que les gens aiment les Jeux olympiques. Moi, je ne les aime plus. S'il faut un jour que je rende ma médaille, s'il y a des parents d'athlètes qui sont à l'écoute, qui sont encore choqués contre moi, s'il faut que je rende ma médaille pour vous faire plaisir, je vais vous la rendre, ma médaille, pour me faire plaisir. Parce que moi, je trouve que cette organisation-là fait fi des droits humains. On le voit. Écoutez, les exactions là, chez les Ouïghours, là, j'ai posté un article du Figaro, des barres chauffantes rentrées dans l'anus puis dans le vagin des femmes après qu'ils les aient violées à répétition. Ça, c'est qu'une partie de ce qui se passe. 40 dans une cétule, debout pendant que les autres dorment, puis ainsi de suite, on fait le tour. Les latrines, un petit seau qu'on change une fois par mois ou une fois par semaine. Ça, c'est à l'autre bout du pays. Pendant ce temps-là, tout le monde sourit pour les Jeux olympiques. À un moment donné, cette organisation-là, parce qu'ils ont une charte qui s'appelle la Charte olympique des droits humains. Allez sur le web, vous allez la trouver, elle apparaît comme ça. Mais la propre organisation enfreint sa charte pour faire ça. Puis en toute impunité, parce que le Comité olympique international est redevant à personne. C'est eux les boss de leur entreprise, puis ils ont l'ascendant de tous les gouvernements qui leur donnent des millions de dollars pour gérer leur programme, tout ça. Alors, oui, quand les Jeux vont partir, tout le monde va les regarder, tout le monde va être bien content. Puis, je le répète, c'est pas de la faute des athlètes, c'est pas de leur faute. Non. C'est le CEO qui allait se planter là. Puis, malheureusement, tant pis pour nos gouvernements de ne pas se tenir debout pour dire attention. Là. Il y a beaucoup d'athlètes qui, j'imagine, vont élever leur voix aussi contre ça, ou ça va peut-être venir avec le temps. Ils ne peuvent pas, je t'arrête tout de suite, parce que l'article 50 du Comité olympique dit aucune manifestation politique, quelle qu'elle soit. Ceux qui l'ont défié, c'est Giancarlo et Tommy Smith à Mexico, les 2 points dans les airs sur le podium. Le gauche et le droit, tout simplement parce qu'un des deux avait oublié ses gants noirs. Ça fait que c'est Peter Norman, l'Australien blanc, qui a toujours le record du 200 mètres sprint pour l'Asie, qui était sur le podium avec eux en deuxième position, qui leur a dit à Giancarlo et Tommy Smith, partagez-vous les gants parce qu'il faut que vous fassiez un statement qui est important. Peter Norman, lui, c'était un religieux pratiquant. Et puis, lui, il était en maudit en Australie que les Blancs ostracisent les Aborigènes. Alors, il était tout à fait d'accord avec Tommy Smith et Giancarlo. D'ailleurs, ces deux-là lui en avaient parlé avant. Qu'est-ce que tu vas dire si on fait ça sur le podium? Il a dit, faites-le parce que vous devez défendre les droits humains. Mais il y avait une complète interdiction du CIO de faire ça. Carlo et Tommy Smith ont été bannis pendant longtemps de la Fédération américaine d'athlétisme. Finalement, ils les ont repris parce qu'à un moment donné, il y avait trop de pression populaire. Il ne faut pas oublier que Carlo et Tommy Smith, c'est 4 mois après l'assassinat de Martin Luther King. Il y avait 125 villes en émeute aux États-Unis. Peter Norman, lui, en Australie, banni à vie. Il est mort dans la plus grande indifférence. Et pourtant, il y a un sculpteur à l'Université d'État de Californie à San Jose qui a reproduit comme sculpture le podium de Mexico avec les poings brandis. Et il y avait un plan. Il a demandé à Peter Norman, ça ne dérange-tu si je ne te mets pas sur le podium? Puis je vais te dire pourquoi. Puis Peter Norman, il a dit, super bonne idée. À ma place, ils ont mis une plaque, puis ils ont dit, si vous voulez savoir, parce que les gens l'admiraient, la sculpture par après, sur la plaque, en deuxième position, quand tu t'approches, c'est écrit ceci. Si vous voulez savoir ce que c'est que se tenir debout pour les droits humains, embarquez sur cette marche du podium. Alors ça, c'est un des trucs les plus forts de l'histoire olympique, mais pourtant, il était interdit de A à Z. Alors, déjà à Tokyo, le CIO avait dit aucune manifestation politique, ça n'a pas sa place, on ne se mêle pas de politique, même si les droits humains, c'est une autre affaire. Et en Chine, le gouvernement en a beurré encore plus épais en disant toute manifestation ou toute parole anti-gouvernementale, droits humains, ne les dites pas parce qu'on va s'occuper de vous. 3 petits points. Et ça, quand on sait qu'est-ce qui est arrivé aux 2 Michael, emprisonnés dans un cachot dans le fond d'une prison de brousse, à boire du béton et de l'humidité pendant 3 ans de temps, bon, on sait l'envergure de tels propos qu'ils niaisent pas avec ça. Alors, les athlètes ne pourront pas dénoncer qu'est-ce qui se passe là-bas. Puis c'est ça qui est encore plus odieux, c'est qu'ils sont captifs, sont pognés là. Puis nos réseaux de télévision, malheureusement, dépensent des millions de dollars pour aller faire l'autopromo d'une espèce de niaiserie du genre. Mais écoute, pour terminer, Jean-Luc... Vous allez regretter de m'avoir invité. Non, mais j'allais juste faire un parallèle avec les
pilotes de Formule 1 comme Lewis Hamilton et Sébastien Vettel qui, lorsqu'ils s'en vont dans des pays comme l'Arabie Saoudite, par exemple, continuent de mettre des chandails ou des drapeaux sur leur casque. C'était le seul parallèle que je voulais faire. Val, non, mais c'est vrai. Puis, tu sais, des Colin Kaepernick de ce monde, tu sais, je rêve qu'un athlète fasse ça, mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'un Lewis Hamilton, il est multimillionnaire. Tu sais, un Kaepernick paye le prix, ils peuvent se permettre. Si un athlète de moindre envergure fait un statement, oui, on va entendre parler de lui, mais ça prendrait une tête d'affiche. Mais quelle tête d'affiche veut vraiment faire un statement de la sorte? Tu sais, c'est pénible. Puis surtout, pas là-bas, parce qu'il faut qu'il revienne de là-bas. Il faut qu'il passe par un aéroport. Puis ça, c'est compliqué. Il a fallu qu'il le fasse avant de partir. Mais moi, j'ai une dernière question pour toi, Jean-Luc, pour résumer, puis essayer de tourner aussi. Tu sais, je vois que tu as des bons points. Je veux dire, tout ce que tu dis, c'est basé aussi sur des faits, sur des choses. On ne peut pas contredire ça parce que c'est une réalité. Par contre, moi, je regarde en avant puis je me dis, est-ce que, pour terminer la discussion, est-ce que tu penses que ce serait possible? Est-ce qu'il y aurait des gestes, des actions concrètes qui pourraient être posées ou des décisions envers les futures candidatures, les villes candidates pour les Jeux olympiques qui pourraient aider puis qui pourraient amener une solution à faire en sorte de respecter autant les droits humains, de respecter d'être raisonnable financièrement parce qu'à un moment donné, c'est juste ridicule que d'imposer d'autant de frais à des populations. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui pourraient être faites pour améliorer tout ça? Deux choses. Le Comité olympique dit, c'est pas nous qui obligeons la construction de stades, c'est les pays qui veulent faire un statement une fois qu'ils reçoivent les Jeux. Mais ça, c'est une chose. Mais la réalité, c'est qu'ils ont un cahier de charges à respecter. Alors, peut-être que ça va changer, non pas parce que c'est déraisonnable, c'est parce qu'ils ont prouvé à Tokyo que les Jeux pouvaient être rentables sans aucun spectateur. C'est plate, là, mais c'est ça. Alors, ils pourraient techniquement ne pas avoir de gradins, puis ça marcherait. Mais c'est juste que c'est plate, encore une fois, pour la population de payer des milliards de dollars pour finalement rien, pour les regarder à la télévision. Alors, moi, je suis plus de l'école qui dit, ben OK, continuons envoyant des athlètes aux Jeux, mais allons, les envoyons ailleurs. De toute façon, la télé est en direct. Ça fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir des stades qui coûtent les peaux des fesses parce qu'une candidature olympique, ça prend de la sécurité. Juste la sécurité, c'est 1 milliard de dollars, 1000 millions de dollars. Mais avec 1000 millions de dollars, qui de toute façon, en sécurité, ça va être flobé au bout de 2 semaines. Il n'y a pas de suite à tout ça. Mais avec 1000 millions de dollars, on peut construire 95 centres de type Claude Robillard dans 95 villes différentes au pays. Plutôt qu'avoir un stade, on a 95 qui profitent à 10 000 personnes par stade. Dans un pays qui a un taux d'obésité absolument stratosphérique comme le nôtre, plus personne ne fait d'exercice. Dans les Claude Robillard de ce monde, il y a des personnes âgées, des jeunes, des athlètes d'élite, des parents, des enfants. Il ne faut pas oublier que le premier modèle des enfants, c'est des parents qui font du sport. S'ils n'en font pas, ils n'en font pas. Puis ensuite, est-ce qu'il va y avoir une clause? Bien, c'est comme je vous dis, le Comité international olympique a sa charte des droits humains qui, normalement, leur interdit d'aller dans des pays totalitaires où les droits humains ne sont pas respectés. Et le pire, c'est qu'en 2014, allez la voir, la charte, là, c'est super clair. Là. En 2014, ils ont voté un article supplémentaire qui disait, pour les Jeux de 2022, à l'époque, il y avait quatre villes en liste, Munich, Oslo, Almaty au Kazakhstan et puis Pékin. Et ils ont dit, dans l'article, le nouvel article de 2014, pour les Jeux de 2022, on va porter une attention particulièrement forte à ce que les villes aient un bilan parfait au niveau des droits humains. Sinon, leur candidature va être éjectée, va être rejetée. Qu'est-ce qu'on en est? On est rendu à Pékin. Première fois que les Jeux olympiques sont redonnés, en fait, dans un pays qui a des camps de concentration depuis l'Allemagne nazie en 1936. 1936, on est 3 mois avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, mais le camp de Dachau existait déjà, non pas avec des chambres à gaz, mais avec des prisonniers idéologiques contre le régime qui ne pensait pas la même chose et on l'avait mis dans des camps exactement ce qu'on fait en Chine en ce moment. On sait la suite en 1936. Donc, la fameuse parole « Je ne veux pas que mon rêve olympique soit détruit pour des raisons politiques », bien, peut-être que le rêve olympique a été exaucé pour quelques milliers d'athlètes aux Jeux de Pékin, mais la vie de 6 millions de personnes a été enlevée simplement au niveau des Juifs pour ce qui est de la Deuxième Guerre mondiale. 25 millions en Russie quand même, et c'est un peu la même chose vers laquelle on s'en va là, en Chine. Et ça, on ne peut pas rester indifférent à ça. Si c'était votre chum, votre blonde, vos enfants qui seraient dans un camp de concentration en ce moment, vous seriez les premiers à crier au front. Et je pense que c'est tout à fait, c'est tellement un œil au beurre noir sur le Comité international olympique de faire ça. On ne peut pas rester indifférent. On ne peut pas rester indifférent. C'est comme je vous dis, s'il faut que je rende ma médaille, je vous l'envoie à
n'importe qui, à condition que ce ne soit pas quelqu'un qui va faire de l'argent avec ça, puis surtout pas le CEO. Mm-hmm. Ben, c'est ça, on est comme wow! Je suis estomaqué. T'es passionné, Jean-Luc, et c'est ça. Il y a encore une fois, il y a tellement d'affaires que j'aimerais réagir par rapport. Je pense que tout ce que tu as dit par rapport à l'international, c'est très clair. Si on revient ici, j'adore ton idée d'investir dans plusieurs centres sportifs, dans plusieurs villes à travers le pays. Je tiens à dire que nous autres ici, il n'y a aucun régime totalitaire, on n'est pas là-dedans et grand bien nous fasse. On est très, très chanceux, je pense, de vivre dans un endroit comme le Canada. Ce serait très intéressant, par contre, qu'on parte de ton idée de réinvestir dans le sport ici, parce qu'actuellement, à l'heure où on se parle présentement, on est encore la seule place au monde où c'est trop dangereux pour s'entraîner puis garder nos centres sportifs ouverts pour faire du sport à nos jeunes et à nos adultes aussi. Et ça, je compare aucunement avec ce que tu viens de parler à l'international. Non, je fais juste revenir sur ton idée en disant que ça serait tellement intéressant qu'on puisse mettre ça de l'avant. Tu sais. Je prends encore un petit peu de temps parce que ça, c'est un point qui est drôlement important. Encore une fois, tu sais, je reviens à mon comité olympique canadien, excessivement riche. Moi, je ne sais pas si j'étais la Banque Royale, le commanditaire du comité olympique canadien. Oui, je veux aider les athlètes, mais je veux aussi aider la population. Puis si je disais, mettons, à la population de Salaberry, de Valleyfield, écoutez, je prends 1 million, là, puis je vous crée un parc, une bande riveraine là, immense de plusieurs kilomètres de long, avec des tracés de hockey, des serpentins de hockey sans fin, pistes de ski de fond l'été pour courir des arbres, de la nature. On s'est rendu compte pendant la pandémie qu'on n'avait plus ça, qu'on avait besoin de ça. On n'a pas besoin de trottoir sur le bord d'un boulevard à 3 voies, là, où on a peur de se faire lutter par un tapeur qui regarde son téléphone. Ça fait que, si j'étais un commanditaire, moi, je ferais des investissements du genre, puis ça serait des investissements de communauté. Puis en quelque part, c'est montrer qu'on prend soin de la communauté. Là, on prend soin d'un organisme qui s'en va embrasser un pays totalitaire qui commet des meurtres. Non. Ça fait comme pas de sens. Ça fait comme pas de sens. Puis, tu sais, aussi, il y a quelque chose, il y a un point que moi, j'en parle souvent dans nos balados, Greg, parce que quand on parle de sport amateur, moi, j'en ai couvert pendant longtemps. J'ai commencé comme ça, on le sait, là, dans mon cheminement, dans ma carrière et tout ça. Et moi, j'ai fait tellement de Coupes du Monde. Il y en a ici, là, à l'époque, c'était à Val-Saint-Côme. Maintenant, c'est au Mont-Tremblant, une des tranches de la Coupe du Monde de ski acrobatique, entre autres. Là, mais il y en a d'autres, le patinage de vitesse courte piste à l'Arena Maurice-Richard. Il y en a un paquet de Coupes du Monde, de championnats canadiens, de championnats du monde qui se déroulent ici, des fois, dans notre sol. Et honnêtement, il n'y a jamais de spectateurs et ce sont tous les mêmes athlètes qu'on va retrouver du côté des Olympiques. Ça, moi, ça m'a toujours fascinée parce que je me disais, mais mon Dieu, tu sais, tout le monde assiste aux Olympiques. Tu te rappelles, à Vancouver, c'était une marée rouge d'estrades de gens qui étaient là et qui voulaient une place. Mais dans le fond, quand c'est dans ta cour, en arrière de chez vous, tu ne te déplaces même pas à 1 heure de chez vous pour y aller. Tu sais, ça faisait comme pas de sens pour moi. Mais c'est encore comme ça aujourd'hui. Tu sais, on dit encourager le sport, encourager nos athlètes. Bien, renseignez-vous parce que tous ces athlètes-là, ils sont disponibles à part aux 4 ans aux Jeux olympiques. Là. Tu sais, déjà là, si on faisait l'effort d'y aller pendant ces 4 ans-là, on aurait vraiment non seulement une meilleure connaissance du sport, mais de nos athlètes, de comment ça se passe. Puis, tu sais, l'Arena Maurice-Richard, là, t'es dedans. Charles Hamelin va venir prendre sa retraite ici le mois prochain. Ben oui, c'est ça. C'est spectaculaire à regarder. C'est beau à regarder. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, c'est un peu le message souvent que je dis aux gens. Bon, c'est sûr que le bobsleigh, t'en as pas ici, mais il y a quand même beaucoup de disciplines et d'athlètes qui sont disponibles et qui sont dans notre cours en arrière. Fait qu'avant d'aller toujours attendre 4 ans pour les voir, bien, faites l'effort, si vous êtes si passionné que ça, de venir dans votre cours finalement, puis de prendre le temps parce qu'ils sont disponibles, puis c'est possible de le faire aussi en athlétisme, le championnat canadien qui a toujours lieu justement à Claude Robillard, ça aussi, là, les meilleurs athlètes, les André DeGrasse et compagnie qui se retrouvent là, puis tu sais, ça passe un peu sous silence parce que c'est du sport amateur, on en parle moins, sauf que quand ils sont aux Olympiques, tout le monde veut le voir, DeGrasse courir, là, tu sais. Fait que c'est un peu, je trouve, c'est vraiment contradictoire, tu sais, les gens ne s'en rendent pas compte. Donc, j'invite vraiment ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous renseigner si vous tripez sur un sport parce qu'honnêtement, c'est beau, c'est des belles performances, c'est ce que vous voyez aux Olympiques, toutes les émotions et tout ça. Il y en a beaucoup à vivre aussi dans des Coupes du monde puis dans des tranches de compétition importantes comme ça. Bien, merci beaucoup, Jean-Luc. Très d'accord. D'avoir accepté notre invitation. Écoute, on a jusqu'à notre petit enregistrement s'arrête à 11h, donc c'est merveilleux. Il nous reste 2 minutes pour conclure, pour te remercier beaucoup, honnêtement, d'avoir accepté notre invitation. On te souhaite des bons jeux.
C'est peut-être un petit peu amer de ton côté, mais je sais que s'il y a quelqu'un qui peut faire avancer les choses et dénoncer haut et fort, ben, tu es bien placé parce que tu es un gars qui est tellement encore dedans, qui est renseigné, tu réalises tous les enjeux, puis tu nous fais voir un côté finalement qu'on ne voit pas nécessairement, puis c'est important de le faire. Je pense que c'est important d'être réaliste et de réaliser finalement ces enjeux-là qui sont lourds aussi dans la balance des Jeux olympiques. Alors, merci beaucoup pour ton temps et merci, Greg, aussi. Je te souhaite une belle journée. Je sais que tu seras en ondes bientôt. Merci à vous deux, les amis. Vous êtes, ce fut fort passionné et agréable. OK. Merci. Salut, la gang. Merci Merci tout le monde d'avoir écouté. À la prochaine. Bye.